Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez retrouver sur votre plateforme audio préférée. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, une question ou un like sur Facebook, Instagram ou X. Ça nous fait super plaisir de débattre avec vous. Cette semaine, donnez-nous votre top 6 à l'Ouest. Donnez-nous les 6 équipes que vous voyez aller directement en play-off. On verra si vous êtes d'accord avec le staff de Howdy Mavs. Pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Quentin. Salut Quentin. Salut Barn, bonjour, bonsoir tout le monde. Et je suis également avec Nico. Hello Nico. C'est beau à Dallas. Salut l'équipe. Magnifique comme d'habitude. Et ça va très bien. Je suis chaud pour cette émission. Ça fait plaisir de revenir un peu sur les forces à l'Ouest. Exactement. On va parler de la conférence Ouest. J'avais dit que ce podcast est complètement dédié aux Dallas Mavericks. J'ai un peu menti puisque cette semaine, on va se focaliser sur toutes les 15 équipes de l'Ouest. On va essayer de les mettre dans différentes catégories et puis voir quelles sont celles qui vont poser le plus de problèmes à nos Mavericks. Avant ça, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit détour vers l'actualité puisque le camp d'entraînement des Mavs a démarré et on a quelques nouvelles à vous donner, notamment au niveau de l'infirmerie parce qu'on a déjà 2 joueurs qui sont blessés. Alors, Quentin, est-ce que tu peux nous donner des petites nouvelles de Luka et Dante Exum qui sont déjà blessés? Oui, alors bon, pour Luka, c'est rien de grave. Il y a un petit quelque chose au mollet qui est arrivé pendant le training camp, mais ça devrait vraiment pas le poser de soucis pour être disponible pour le premier match de la saison régulière. On rappelle que c'est quand même dans plus de 2 semaines le premier match face aux Spurs, donc on a le temps. Par contre, voilà, ça semble quand même très peu probable qu'on le revoie pour le reste de la pré-saison. Allez, peut-être le dernier match qui est dans 9-10 jours. Mais voilà, pas de quoi se faire peur. Le souci, c'est plus sur Dante Exum. Ouais, tu l'as dit, ça c'était la mauvaise nouvelle qui est tombée cette semaine ou en fin de semaine dernière. C'est qu'il y a un souci au niveau de son poignet et surtout, ça va peut-être nécessiter une opération. Et on n'a pas vraiment de date parce que évidemment ça dépendra de s'il y a opération ou pas. Mais il semblerait que voilà, on soit obligé de commencer la saison régulière sans Dante Exum. Alors ça met en péril tout notre pronostic de la semaine dernière. On avait passé tout le staff, enfin tous les joueurs en revue. Dante Exum, il était dans votre rotation. Alors qui c'est qui va le remplacer à ton avis? Sur le poste 1, on peut quand même avoir plusieurs choix. Je pense que Spencer Dinwiddie, ça reste quand même une valeur sûre. Et d'ailleurs, il l'a dit lors du Media Day qu'il y avait environ 80% des systèmes qu'il connaissait déjà et qui n'avaient pas changé. Qu'il y avait un petit peu de nouveauté, mais que 80% ils connaissaient. Donc Spencer, ça va être une valeur sûre si on veut un petit peu de vétéran. Et puis bon, sinon on aura quand même du jeune à faire jouer. J'espère juste que ça sera pas trop long cette absence parce que c'est vraiment le genre de joueur qui va nous faire du bien dans la saison régulière. Ouais, puis on a dit qu'Hardy était un peu tricard, que c'était compliqué pour lui dans la rotation. Bah écoute, finalement, il va avoir un peu plus de temps de jeu qu'on ne pensait avec cette blessure. C'est en positif. Totalement. L'autre nouvelle, c'est l'arrivée de Frank Vogel en tant que consultant pour le staff des Mavs. Alors, Nico, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette arrivée ? Ouais, je suis assez surpris. Frank Vogel, il a un beau CV. Alors on peut aimer ou ne pas aimer. Il a quand même été champion avec les Lakers en 2020. C'est pas non plus n'importe quoi. Plus ou moins de succès, mais il arrive dans un poste de consultant coach. Donc consultant, ça à peu près, c'est le terme qui veut le moins dire de choses au monde. Donc moi je l'interprète comme il va apporter sa seniorité et son expérience au coaching des Mavs. Donc écoute, ça envoie le message on a besoin de Jason Kidd s'entoure de gens pour l'aider dans les grands challenges qui l'attendent cette année. Ok. Rien à rajouter là-dessus, Quentin? Oh non, j'avoue que de ce côté-là, écoute, on verra ce que ça donne. Je sais jamais trop quoi en penser de ce genre de coach. Kidd, vous savez que je suis pas fan maintenant. Bon, les résultats sont là, donc écoute. Si c'est pour le mieux, allons-y, hein. Allons-y. Je suis pas un grand fan de Vogel, donc on verra ce que ça donne. Ce qui est marrant quand même, ce que je noterais juste, c'est que si tu avais dit il y a un peu plus d'1 an, Frank Vogel en consultant, ça sentait la pente descendante pour Jason Kidd et ça sentait le remplacement à venir à relativement court terme. Maintenant, je pense qu'il a quand même gagné un certain crédit, donc on peut faire venir Frank Vogel sans qu'il flippe pour sa place. Un changement important quand même. Ouais.
Ok. Autre nouvelle, AJ Lawson coupé. Quentin, tu peux nous commenter ça? Ouais, tout à fait. Donc, on en avait parlé dans plusieurs podcasts au préalable. La 15e place, ça allait se jouer entre Markieff Morris et AJ Lawson. AJ Lawson, il avait signé un contrat de 4 ans l'an dernier, mais seule la première année était garantie. Et donc les 3 saisons qui couraient par la suite de 2 et quelques millions d'euros la saison, voilà, elles n'étaient pas garanties. Donc, on a pu couper le joueur sans que ça impacte nos finances. Donc voilà, un peu surprenant que du coup il soit pas pris en two-way dans le dernier two-way contract qui nous restait. Bon, il est un peu vieux pour ça peut-être, mais voilà, le choix logique c'était donc d'avoir le 15e spot réservé au tonton de l'effectif, à Markieff Morris, qui vraiment appréciait tout le monde. Donc on verra si AJ Lawson arrive à trouver une place dans la grande ligue, peut-être une 15e place quelque part, ou un nouveau two-way contract dans une autre équipe, je sais pas. Bon, en tout cas il a quand même un niveau pour avoir une carrière par la suite. En NBA, je sais pas, mais il aura une carrière par la suite. Moi, je le trouvais pas mal, Lawson. Peut-être pas au Mavs, mais je le trouvais pas mal. Je pense qu'il va trouver une autre équipe. Dernière nouvelle, les gars, c'est que on est le 8 octobre. Là, on enregistre le 8 octobre. Hier, c'était le premier match de pré-saison. Alors, on va pas trop en parler dans cette émission. On va se réserver ça pour la prochaine fois. On fera peut-être un bilan de cette pré-saison, des premiers matchs. Mais bon, vous avez regardé le match. Un petit avis sur ce que vous avez vu hier? Alors, moi, de ce que j'ai vu hier, surtout, on va dire, j'ai retrouvé du Jane Lenardi comme on le connaît, donc avec beaucoup d'envie, mais aussi pas mal de déchets. C'est quand même pas mal les 8 assists, mais bon, il y a le déchet qui allait avec, notamment 4 pertes de balles. Pour le reste, voilà, comme tu as dit, il y a pas grand chose à en tirer de ce match. J'ai vraiment hâte du prochain. On va enfin voir Klay Thompson jouer avec notre maillot sur les épaules. Il y a aussi Kyrie Irving qui devrait commencer. Donc bon, ils vont sûrement jouer que 12-15 minutes, mais voilà, ça va quand même être un peu plus intéressant à analyser que ce match-là. Ok, on se réserve tout ça pour la prochaine fois. Alors, est-ce que les gars, vous êtes prêts à vous plonger dans cette conférence Ouest qui va être hyper compétitive? Il y a quand même plein d'équipes qui sont hyper forte. Franchement, même quand on regarde le bas de la conférence, on a l'impression que même ces équipes-là sont assez balèzes. Donc ça va m'amuser de voir vos avis sur quelles équipes vont donner du fil à retordre aux Mavs et quelles équipes vous voyez vraiment dans le bas du classement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 catégories d'équipes. Donc la team tanking, les équipes qui vont viser le premier tour le premier tour de draft, enfin le first round pick, pardon. La team play-in, c'est ces équipes de ventre mou qui vont se battre pour essayer d'accéder aux playoffs. Les équipes, la team playoff, qui vont essayer, qui vont sûrement aller en playoff, plutôt les grosses équipes de la conférence. Et puis finalement, les contenders, c'est des équipes qui visent, si ce n'est le titre, au moins de gagner cette conférence Ouest. Donc voilà, je les ai classés en quatre groupes et on va les voir les uns après les autres. Vous allez me donner vos avis sur ces équipes, et puis s'il y a un petit lien avec les Mavs, n'hésitez pas à nous le raconter ça. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce programme? Absolument. Ouais, clairement, let's go. Let's go. Alors là, ma première team, c'était la team tanking. Et moi, j'ai mis 2 équipes à l'intérieur. La première, c'est Portland. Ils sont très jeunes et ils vont tanker, ils vont aller chercher les hauts draft picks. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, d'accord sur... c'est la première équipe qui me vient assez naturellement. Je pense que d'ailleurs, on va pas forcément être toujours d'accord avec Quentin, ce qui est très bien. Mais c'est probablement l'unanimité sur la faiblesse de Portland cette année. C'est pas que des jeunes. Je pense que surtout pour moi, c'est une catastrophe cette équipe. Hein. Tu regardes la gestion de l'effectif, les salaires associés. Je rappellerai juste que DeAndre Ayton, il a 34 millions par saison. Je sais pas si c'est exact. Il mérite vraiment ce contrat. Enfin, c'est une question et j'ai la réponse. Jeremy Grant à 30 millions par saison. Monfernie Simons qui est à 25. En fait, c'est un bordel pas possible cette équipe. T'as des joueurs d'expérience qui sont dans la loose. Je pense que Jeremy Grant, c'est le meilleur exemple. Des joueurs qui sont blessés saison après saison. Des joueurs qui ont récupéré des contrats qu'ils ne méritent plus aujourd'hui.
il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dans cette équipe, quoi. Et en plus de la médiocrité de talent, je pense qu'il y a un coach qui, je mettrai une petite piécette, je n'ai pas regardé la cote, mais une petite piécette sur le premier coach licencié de cette année, puisque notre ami Chauncey Billups, joueur extraordinaire, ne fait pas l'unanimité en tant que coach. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à garder. La seule chose que j'attends, moi, des Blazers, c'est est-ce que notre Ryan Rupert national va avoir quelques minutes et est-ce qu'il va profiter de la médiocrité ou de la phase de reconstruction de la franchise pour avoir un rôle. Ah oui, si, il y a un dernier truc, j'ajouterais, dans l'effectif, il y a un mec que j'ai toujours rêvé, je sais pas rêver c'est le bon terme, en tout cas j'aurais aimé voir aux Mavs, qui s'appelle Robert Williams, troisième du nom, qui est un ancien des Celtics, et qui est un ancien de Texas A&M, des Aggies. Et je sais que il enchaîne les blessures à Portland, mais je me suis toujours dit à un moment, c'est un profil qui était intéressant pour les Mavs. Ce poste 4-5, très dynamique, très physique et défensif. Vous me direz peut-être que maintenant, ce poste, il est bien rempli. Ouais. Donc, on n'a peut-être plus besoin. C'est peut-être trop tard. Mais voilà, ma synthèse importante, c'est ça. Et il n'y a pas des petits jeunes intéressants quand même à suivre cette saison à Portland? Je sais pas, leur first round pick de l'année dernière ou Scoot Anderson, on peut pas essayer, c'est pas intéressant. Bah si, mais enfin, de toute façon, une équipe qui est censée être en bas de tableau, c'est notamment parce qu'elle a été bonne très haute à la dernière draft et donc qu'elle a des jeunes intéressants à suivre. Et heureusement, parce que déjà qu'ils vont être mauvais, si en plus il y a pas de jeunes intéressants à suivre, ça va être vraiment compliqué pour eux. Après, bon, Nico a tout dit, on est d'accord. Pour moi, cette équipe au niveau gestion, j'ai l'impression de voir un peu les Detroit Pistons de l'Ouest, et clairement ça m'étonnerait que cette équipe ne soit pas la dernière de la conférence Ouest. Ils sont projetés avec 21 victoires, j'ai vu. Honnêtement, ça me paraît élevé dans une conférence Ouest ultra compétitive qu'ils arrivent à avoir plus de un quart des matchs gagnés. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est clairement pas le genre d'équipe sur laquelle je vais cliquer sur le League Pass pour les regarder leur match. Et clairement, quand on joue contre Portland, j'espère qu'on les joue 4 fois cette saison. Parce que pour rappel, les équipes de sa propre conférence, on les joue soit 3 fois, soit 4 fois. Ça dépend, ça change d'une année à l'autre. Donc j'espère qu'on va les jouer 4 fois et que comme ça, on peut ajouter 4 wins dans la colonne des victoires. Clairement, si tout autre résultat que 100% de victoire serait absolument catastrophique. On ne doit pas lâcher un match à une équipe aussi faible. Et juste un petit mot sur la draft 2025, elle va être excellente. Les premiers retours, donc de 1, le first round pick va être Cooper Flagg, et il est annoncé comme étant un des meilleurs jeunes qu'on a eu du 21e siècle, au niveau d'un Kevin Durant. Mais même derrière Cooper Flagg, il y a plusieurs joueurs qui auraient été facilement normalement numéro 1 dans la draft assez faible qu'on a eu cette année. Il y a de très très nombreuses raisons de tanker, et donc autant il y a d'autres équipes dont on va parler par la suite qui sûrement vont décider de tanker au bout de, je sais pas, 20-30 matchs. Portland, commencer dès le premier match, parce que à l'Est, il va en avoir des équipes qui vont tanker. Donc les gars, profitez-en pour aller chercher un très bon joueur. C'est l'année où tanker. C'est clair, tanking novembre. Dès novembre, c'est enclenché. Voilà, c'est ça. Alors dans ma catégorie tanking, j'avais mis une deuxième équipe. Alors vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'avais mis Utah. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, en fait, j'ai vraiment du mal à mettre une autre équipe que Portland dans cette catégorie-là. Donc, Utah, j'ai du mal à la mettre dans la catégorie tanking. Pour moi, ils vont clairement avec San Antonio, dont on va parler très prochainement, j'imagine, dans le sens où c'est une équipe qui nous a déjà très positivement surpris les saisons précédentes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, je sais plus si c'est la saison dernière ou celle d'avant, où en fait, ils commencent la saison, ils font partie des 4 premiers à l'Ouest, et ok, il y a aucun nom que tout le monde connaît ou qui te fait cliquer ou quoi, mais collectivement, ça marche super bien avec un Jordan Clarkson qui est étincelant au possible. Franchement, c'est plutôt bien coaché. J'aime bien le projet qu'ils ont. Ils savent qu'ils doivent passer par la draft pour se construire. C'est pas un gros marché, mais ils sont en fait, pour moi, bien plus en avance que Portland sur la reconstruction. Donc, je pense que si les blessures les épargnent, c'est le genre d'équipe qui peut se dire, vas-y, on peut aller jouer la 9e, la 10e place sur un malentendu, et ça peut pour moi aller, pourquoi pas aller chercher le play-in. Donc, j'ai un peu de mal à les voir dans la team tanking. Ça risque d'être juste en termes de talent, mais c'est au-delà de Portland pour moi.
Ouais, je suis d'accord avec Quentin. Je rajouterais juste un truc en plus, c'est que mine de rien, ils ont re-signé Lauri Markkanen et que alors pour l'instant numéro 1 d'équipe, leader d'équipe, je sais pas s'il restera. Enfin, il est quand même, c'est un talentueux qui peut claquer des grosses pointes à 30 à 40 et il va gagner des matchs forcément. Donc on va voir après son état de santé et comment ils vont gérer cette année. Danny Ainge, je sais qu'il a pas peur du tanking, donc en fonction du virage qui est pris par l'équipe, un moyen qu'il laisse glisser des matchs gentiment pour essayer de récupérer le gros lot de la draft, comme tu disais, le Cooper Flag ou notre Nolan Traoré aussi qui est annoncé très haut. Ok les gars, bon, on va passer à la deuxième catégorie, c'est ma team play-in. Alors là, j'ai quand même pas mal d'équipes. Souvent, c'est un endroit où on n'aime pas être. En NBA, il faut mieux soit être très très mauvais, soit être plutôt bon ou sur la pente ascendante. Je trouve que dans cette catégorie, il y a quand même pas mal d'équipes. En tout cas, moi, j'en ai mis pas mal. Vous allez me donner votre avis. Donc, la première que j'ai mis, c'est San Antonio. Donc, 13e. Bon, alors comme tu dis, on n'a pas envie d'être dans ce ventre mou. Après, quand t'es dans ce ventre mou avec Victor Wembanyama, je pense que t'es quand même content sur le moyen et le long terme. Mais oui, pour moi, San Antonio, c'est vraiment au niveau d'Utah, voire derrière, parce qu'effectivement, ils ont Wemby qui, pour moi, si San Antonio fait une bonne saison, et ça peut pourquoi pas limite être dans le top 10 du classement MVP. Mais l'effectif autour, je le trouve vraiment très très faible, et l'arrivée de Chris Paul, ok, ça va faire du bien, mais la conférence Ouest est beaucoup trop dense. Donc voilà, pour moi San Antonio, ça va être trop juste, et surtout j'attends de voir quel va être le temps de jeu de Wemby, parce que la saison dernière, on a vu que clairement il cherchait pas à gagner des matchs avec un temps de jeu qui était à 29 minutes environ, il me semble. Donc j'attends de voir s'il va vraiment le passer à 35-36 minutes, Popovic, ou s'il va encore attendre une saison pour vraiment essayer d'aller gagner des matchs. Voilà, dans tous les cas, je mets San Antonio un peu en dessous de toutes les équipes qu'on va citer, en tout cas par la suite, et je les mets au même rang que Utah. Ouais, moi, au moins le projet San Antonio, il est très clair. C'est des vétérans comme Chris Paul et Harrison Barnes. C'est marrant de dire que Harrison Barnes est un vétéran maintenant, mais si. Oui. Pour accompagner du coup un peu des jeunes, des projets, genre Stephen Castle là, qui a été drafté du coup par les Spurs et qui a mis un espèce de dunk énorme sur une poire là hier soir, incroyable. Mais bon, ça paraît encore juste. Donc, et puis je pense que les Spurs, ils vont pas vouloir gagner trop vite quand même. Ils vont vouloir aussi renforcer un peu l'équipe avant de faire le grand saut et de se dire on a du cap, on va prendre du gros joueur. Et donc je les vois pas très haut cette année. Donc assez en phase, 13, 12, 11 max, mais à mon avis pas plus que ça. Hein. Ouais. Et là, petit point important pour vous montrer à quel point la conférence Ouest, elle est extrêmement dense et compliquée. Là, on vient de parler des 3 seules équipes qui sont projetées en dessous des 41 victoires, donc c'est-à-dire en dessous des 50% de victoires. Sinon, toutes les autres équipes dont on va parler sont projetées avec au moins 41. Les prochains, là, c'est les Clippers avec 41 sur les projections que je suis à regarder là. Donc, il faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Sur 15 équipes, il y en a 12 qui sont projetées au-delà des 50%. C'est vraiment l'Ouest, c'est quand on dit que l'Ouest c'est une jungle, c'est pas c'est vrai quoi, c'est une densité folle, et il y aura forcément des équipes qui du coup vont se retrouver dans la team tanking parce qu'il y a que 10 places en play-in, 8 places en play-off, et il y en a à moitié de la saison, elles vont se dire allez hop, on met la clé sous la porte et on rendez-vous à la draft quoi. Ouais, l'autre façon de dire le truc, c'est qu'il y a un paquet d'équipes très faibles à l'Est, mais vraiment très faibles, qui pareil vont être la team tanking probablement dès le premier jour. Ça c'est sûr. Bon, alors vas-y, parle-nous des Clippers puisque tu les as cités. Ils sont aussi dans notre team play-in. Et oui, les Clippers, c'est intéressant comme équipe parce que je pense que l'affrontement avec les Mavs était quand même assez épique en playoffs, et pour moi c'est un peu l'équipe qui s'écroule là pendant la saison. Le départ de Paul George, je veux pas dire pas compensé, je vais parler direction junior après, mais ça fait très mal. Ils ont perdu aussi Russell Westbrook, il y a eu d'autres joueurs qui sont partis aussi. Notamment à l'intérieur avec Mason Plumlee, mais ça s'annonce compliqué quand même. Moi, je souhaite beaucoup de choses à Derrick Jones Jr. Je sais qu'il avait très envie de partir sur les palmiers californiens pour la LA Life. Ouais. Les Clippers me semblent quand même assez faibles, et surtout le grand point d'interrogation pour moi de l'équipe, c'est Kawhi en fait. C'est Kawhi Leonard et la santé. Quand Kawhi est en grande forme et qu'il joue, il est toujours
plus le joueur ultra dominant d'avant. Enfin, c'est quand même un joueur niveau All-Star. Il y a toujours plein de points d'interrogation sur sa santé. Là, j'ai vu les annonces qui disaient on est confiant qu'il va peut-être commencer la saison. Ça pue de fou. Ça sent le mec qui va commencer à jouer au bout de 10 matchs. Alors après, pour être positif pour eux, ils récupèrent Nicolas Batum qui rentre à Los Angeles, qui rentre à la maison là où il retrouve sa famille. Il est super apprécié de Tyronn Lue. Il a eu des super mots d'ailleurs pour Tyronn Lue en disant qu'il avait sauvé sa carrière au moment où il était dans le désastre des Hornets. Ils ont une salle extraordinaire. Ça donne très envie d'aller voir ça. Par contre, l'équipe, moi, je sens si c'est 12e, c'est beaucoup honnêtement. Hein. Allez, 11e max. Hein. Bah le voilà, notre premier désaccord. Moi, les Clippers, évidemment, comme tu l'as dit, bon, pour Kawhi Leonard, ça va être l'énorme point d'interrogation sur la saison. Mais pour moi, si la santé, elle arrive à peu près à suivre, je vois vraiment cette équipe être une équipe qui peut être solide en saison régulière. Vraiment pas inquiétante en playoff, pas pour nos Mavs notamment, mais pour d'autres équipes, je les vois pas aller loin en playoff en tout cas. Mais sur la saison régulière, je pense que c'est une équipe qui peut totalement nous surprendre positivement et aller chercher une des 8 premières places. Wow. Donc ouais, là pour le coup, tu vois, on est vraiment là en désaccord, donc c'est cool. Ouais, les Clippers, déjà, ils ont montré une seconde partie de saison qui était très très solide. Alors, ok, il y avait Paul George, bien sûr, mais collectivement, cette équipe, elle m'avait impressionné. Donc, c'est sûr que c'est dur de perdre le deuxième meilleur joueur, si on considère qu'Harden est moins bon que Paul George. Mais je pense qu'en saison régulière, ils vont réussir quand même à, notamment par le fait qu'ils ont pas mal de vétérans, de joueurs qui ont connu de belles campagnes par le passé. Je pense qu'ils peuvent être constants en saison régulière et obtenir des bons résultats. Donc je les mets dans la team play-in dans le sens où je les vois pas être dangereux en play-off, mais voilà, s'il fallait mettre une pièce sur une équipe surprise qui fasse les play-offs, si on peut appeler ça surprise, moi je mettrais les Clippers. Voilà. Ok, donc il va falloir que tu en enlèves une autre tout à l'heure, mais on verra ça. Mais un petit mot sur Derrick Jones Jr., est-ce qu'il va être titulaire? Oui, ça semblerait étonnant, mais en même temps, je sais pas, ça dépend ce que Tyronn Lue il veut faire aussi de Batum, s'il veut le mettre tout le temps titu je sais pas. Pour moi, il est titulaire parce que il est pas allé à LA juste pour les palmiers. Je pense on lui a aussi dit que à LA il avait un rôle titulaire. Il a dû dire moi les gars à Dallas je suis titu. Si je viens chez vous c'est aussi que je vais être titulaire. Donc je le vois clairement être titulaire là-bas. Et puis il a montré une belle saison. Il a montré qu'il pouvait être starter dans une équipe NBA. Donc en tout cas au début de la saison je pense qu'il sera titu. Ouais, puis c'est quand même bien déplumé en talent et notamment en talent défensif les Clippers. Je pense que c'est pas Harden qui va défendre. Par contre, Harden, il est sacrément affûté. Hein. Je pense que ça fait des années que je l'ai pas vu affûté comme ça. Hein. Il a pas mis le fat suit là. Je me rappelle l'époque où il voulait transférer. Je pense qu'il avait mangé 15 poulets la veille. Il était impressionnant. Un bonhomme Michelin. Là, il a complètement. Il est assez fit. Donc, et il dit il est dans la meilleure forme de sa carrière depuis des années. Donc, curieux de voir ce qu'il va faire notre James Harden. Je partage pas ton enthousiasme en tout cas, Quentin, mais écoute, parfait, on verra, nous enregistrons, on verra. Oui, nous enregistrons. Mais moi, j'ai entendu, t'as dit 12, ça serait déjà bien, je crois. Non, 11, je me suis rattrapé, 11 max. Je pense que celui-là, dans un an, tu vas pas l'aimer, cette phrase. Écoute, on voit ça. Remontons le classement, vas-y, envoie, Barnab. Allez, dites-nous ce que vous pensez des Golden State Warriors. C'est un peu similaire, on sait pas trop où est-ce qu'ils vont là. Ils ont encore Curry, départ de Clay. Comment vous les voyez les Warriors? Ouais, assez d'accord. C'est pas mal de similitudes avec le projet des Clippers dans le sens où tu sens que ça veut pas lâcher et c'est normal. Il faut pas qu'ils vont pas lâcher Curry, un joueur comme ça. C'est comme nous, on n'allait pas lâcher Nowitzki jusqu'à sa dernière année et eux, ils vont jamais lâcher Curry. Mais globalement, c'est compliqué parce que dans une conférence qui est extrêmement forte, tu sens qu'ils ont pas un effectif qui leur permet de gagner. Donc ils sont encore en mode bon, on va essayer d'aller en play-off, mais on sait qu'on n'a pas non plus les armes pour aller loin. Si on va au second tour, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, je sens que dans la palme d'or de la fausse bonne idée, Buddy Hield, je pense que ça peut être un top 3 des fausses bonnes idées de cette intersaison. J'espère qu'il va me donner tort, mais je pense que défensivement, ça peut vraiment faire du mal à l'équipe, ou alors faut que Draymond Green et que
j'allais dire le jeune, oui, il est quand même jeune, Kuminga, que Ouais. ça réponde vraiment défensivement, parce que je pense que la traction arrière, ça va être compliqué de ce côté-là. Donc, je vraiment les Clippers me dégagent plus de sérénité aujourd'hui que les Warriors. Donc ouais, je pense que ça va jouer play-in, mais play-in du bas, tu vois, genre 9-10, et voire ne pas les avoir. Ouais, 10, ça serait pas mal déjà. Hein. En tout cas, ça me fait pas peur en tant que fan des Mavs. Si on tombe contre eux, de Clay déjà, il nous dira tous les systèmes, ça c'est cool. Et je pense qu'on a largement les armes pour dominer cette équipe. Je pense que une des clés pour moi de cette équipe là, je partage globalement ton constat. J'ai très hâte de voir ce que va faire Jonathan Kuminga là cette année. Et ils n'atteindront que cette 10e place que si Kuminga est confirme, que Kerr le met dans les bonnes dispositions, le met dans le 5 et lui fait vraiment confiance, et pas genre un match sur 5. Mais après effectivement ils ont une reconstruction qui est difficile. Il y a eu des mauvais choix à la draft, ils sont en train de les payer. T'as quand même l'impression qu'ils sont aussi en train d'assainir les finances. Ils ont pas forcément envie de surpayer les taxes. Donc ouais, situation très bâtarde pour Golden State. Enfin en tout cas, équipe clairement en déclin, et 10e place, ça sera bien déjà. C'est ça. Mais bon, avec le nombre de titres qu'ils ont eu dans les 10 dernières années, on va pas les plaindre. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est difficile à un moment T des cycles en fait. Donc là, il y a un cycle qui s'est fermé avec le départ de Clay. Difficile de renclencher le braquet supplémentaire à mon avis. Curieux de voir ça. Alors la Californie est à l'honneur dans la team play-in puisque les Lakers sont la prochaine équipe. Moi, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur les Lakers en dehors du fait que c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir un vaisseau amiral au nom rutilant qui a pas tant bougé que ça pendant l'été. Le projet, je sais même pas si je dois parler de Bronny, donc je vais décider de pas en parler. N'en parlons pas. Donc je vois pas beaucoup d'intérêt honnêtement de regarder les Lakers. Moi j'avoue que je les verrais même pas dans les 10 premières places en fait, je les verrais même en dessous. Je ne vois pas pourquoi à un moment le cyborg LeBron James va forcément un peu se fatiguer ou s'user. Grosse dépendance à Anthony Davis, donc vraiment tu vois, il y a des virages à prendre pour garder ton équipe, la garder compétitive. Là, ils payent en fait le peu de flexibilité et les relatifs mauvais choix en fait de management de l'équipe. Donc, ouais, je mets pas une piécette moi sur les Lakers. Bon, je vais apporter un peu d'avis contraire. Donc, quand même, pour moi, par exemple, quand on compare avec les Warriors, on a quand même deux joueurs qui font que si t'es plus ou moins épargné par les blessures, c'est quand même pour moi une équipe qui sera dans les 10 premières, notamment parce que Anthony Davis, ça reste extrêmement fort. Quand il est pas blessé, ce genre, même aujourd'hui, hein, la combinaison de défense-attaque, ça reste exceptionnel. Et ça te donne un certain plancher, clairement. LeBron, effectivement, il a 40 ans, mais il va commencer à affaiblir. Je veux dire, ça fait 5-6 ans qu'on l'entend, et même si effectivement il faiblit petit à petit, il reste à un niveau qui est assez fou et qui est assez suffisant, je pense, pour gagner les matchs qui t'amèneront dans les 10 premiers. Alors par contre, clairement, ça fait partie des équipes où une blessure peut très très vite faire changer la trajectoire de l'équipe. Par exemple, je trouve que ça m'étonnerait pas en tout cas que les Lakers ils fassent un bon parcours ou un très mauvais avec une blessure, alors que les Warriors, je les vois un peu plus homogènes en enlevant Curry. Je pense qu'ils peuvent plus se permettre d'avoir des blessures que les Lakers. Mais en partant du principe que James Davis, il n'y en a aucun des deux qui se fait une blessure sévère, et je leur souhaite pas, je pense quand même que les Lakers, ça finit dans les 10 premiers. Il y a pas de quoi nous faire peur sur une série en 7, mais dans un match où t'as Anthony Davis qui joue plus de 40 minutes, pareil pour LeBron, ça, pour moi, ça reste toujours quand même dangereux. Ça sera des matchs à surveiller, des matchs qu'on peut perdre. Donc les Lakers, je les mets un peu au-dessus des Warriors, c'est plutôt dans la même veine que leurs voisins des Clippers. Quentin, t'es en train de nous mettre 10 équipes, 15 équipes plutôt dans les 10 premières places là. C'est ce que j'allais dire. J'attends de voir quelle équipe qui va venir. Quentin ne met pas dans les 10 premiers. Les gars, premiers. je vous en ai sorti 4 déjà. Je vous ai sorti 4 des 10. Je vous ai sorti les Warriors. On va dérouler. On verra ça après. Mais
Mais bon, enfin, déjà tu dis pas de blessure, on parle d'Anthony Davis et LeBron bien James, sûr, il y aura pas de forcément des blessure, blessures. mais je sais qu'ils sont injury prone, mais s'il y a pas de blessure, enfin, s'ils sont pas trop blessés, qu'ils sont plutôt épargnés, hein, les Lakers, pour moi, c'est clairement dans les 10, et pourquoi pas dans les 8. Donc, ouais, je partage pas ton avis. Et puis, enfin, une raison de regarder quand même, il sera pas toujours là, LeBron, ça reste quand même Bien LeBron, sûr. non? Ah non, mais moi après, immense respect sur la carrière de LeBron. En fait, c'est juste un regard lucide sur l'effectif. Dans la guerre de la conférence Ouest, je les trouve pas armés, moi, pour être play-in. Ça me semble même compliqué, honnêtement. C'est fou de se dire ça, mais quand tu vois les armadas, et là on va voir après d'autres équipes qui ont continué à se renforcer, curieux de voir ça. Voilà, on passe à la dernière de la team play-in que j'avais mise, c'est Houston. Houston, pente ascendante depuis la saison dernière. On les voit en progrès. C'est un peu l'équipe qui monte, non? Bah, moi, je vous rappellerai un truc. C'est la remontada quasiment de Houston en fin d'année jusqu'à la blessure de Sengun, du Baby Jokic. Ils étaient quand même sur une lignée où lui-même, à un moment, on s'interrogeait est-ce qu'il doit être All-Star. Ouais. Le Jalen Green qui vraiment est monté en température, quand même un gros talent. Enfin, à un moment, à force d'empiler des jeunes talents et de récupérer des joueurs expérimentés comme Fred VanVleet, il y a un moment, ça va forcément marcher quand même. Là, Jabari Smith Jr., il a quand même montré des éclats l'année dernière. Cam Whitmore, ils ont récupéré notre néo-zélandais favori, la Steven Adams. Rich Shepard quand même, hein, 3e choix de la draft, star de Kentucky, et je pense qu'il va être sur le banc à mon avis derrière VanVleet. On verra, peu importe. Enfin, il y a quand même un paquet de joueurs là. Je sais pas après le déclic qu'ils vont avoir. Je pense pas qu'ils aient le plus mauvais coach de la NBA non plus. Mais à force d'empiler ces jeunes talents et d'ajouter un peu des joueurs expérimentés, cette équipe, elle peut pas non plus être éternellement dans les choux. Ouais, bien sûr. Moi, elle me fait penser à, vous savez, la saison où Chris Paul était au Thunder et ils avaient vraiment un très très jeune effectif avec Chris Paul qui était un peu là pour chapeauter le tout. Et ils ont fait une super belle saison que personne n'attendait. Je pense que Houston de cette année est un peu dans cette configuration. Il y aura moins l'effet de surprise parce que, comme tu l'as dit, ils ont été capables de montrer des performances très très solides. Notamment là quand ils cherchaient cette 10e place, c'est que les Warriors, c'était fou à suivre. Donc Houston va falloir clairement s'en méfier. Je pense que c'est une équipe qui en série régulière, notamment par leur jeunesse, ils vont prendre des matchs même aux grosses équipes. Et puis même d'un point de vue de leur évolution, comment ils veulent faire grandir leurs jeunes, maintenant c'est l'année où tu joues à fond, tu vas chercher le play-in et puis play-in 8-9 quoi, parce que c'est dans la digne lignée des précédentes saisons qui ont été faites. Maintenant il y a un bon mélange de vétérans, de jeunes. Il faut y aller et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et puis ils ont surtout un effectif qui est profond. Il n'y a pas de talent exceptionnel tout de suite aujourd'hui de joueurs superstars, mais il y a une bonne profondeur, je trouve. Donc Houston, je suis à peu près confiant sur le fait que ça sera pas dans le top, mais ça sera pas dans les pires équipes. Ça va être des beaux derbies en tout cas contre Texans, là contre nos Mavs. Hein. Je pense qu'il y aura plus de compétition encore. Il y a déjà eu des très beaux matchs entre les deux équipes l'année dernière. Ça va continuer cette année. Ça va être relevé. Bah là, on sort, je pense, les deux dernières saisons qu'on vient de vivre, on connaîtra jamais ça d'un point de vue domination facile du Texas pour nos Mavericks, quoi. On sort de 2 saisons où Houston et San Antonio, c'était quand même globalement assez facile à gagner. Et là, on voit que les deux équipes, elles sont déjà vite reparties et ça va nous redonner un état du Texas totalement fou d'un point de vue basket, comme ce qu'on a eu dans la majorité du 21e siècle d'ailleurs. Allez, on passe à la team playoff. Donc ça, c'est des équipes qui sont plutôt fortes. Elles ont très peu de points faibles. Elles visent les playoffs et elles peuvent créer la surprise. J'en ai mis 4 et je commence avec les Memphis Grizzlies. Non, c'est compliqué. Honnêtement, moi, j'ai 2 équipes à l'Ouest où je me demande à quel niveau je vais les mettre. J'ai Memphis et Sacramento, donc on parlera à mon avis un peu plus tard. C'est une grande équipe, c'est une grande énigme pour moi, cette équipe. T'as à la fois les retours de blessures qui te disent dont Ja Morant et de suspension, où tu te dis waouh, je pense qu'il va avoir faim, c'est un talent incroyable, il va vouloir vraiment montrer un peu tout le talent qu'il avait, et quand il était sur le terrain et la tête au basket, c'est un joueur exceptionnel. Ils ont rajouté Zach Edey au poste de pivot qui a été si dominant en NCAA.
C'est vraiment le format pivot à l'ancienne, NBA ready, avec un énorme format. C'est un super complément. Et moi, je peux mettre une petite piécette d'ailleurs sur lui, potentiellement. Je dirais pas rookie de l'année, mais il peut être bien placé parce que lui, il est vraiment mature. C'est pas un projet comme d'autres. Ça serait pas de lui un meilleur joueur sur le long terme. Enfin, à mon avis, il va apporter pas mal aux Grizzlies. Ouais, il y a une équipe. Il y a Marcus Smart, j'ai vu qu'il est dans les rumeurs de trade. Mais j'ai vraiment du mal à la positionner. Il y a une partie de moi qui me dit, il y a vraiment du talent. Ça a été gâché l'année dernière. Si l'effectif il est au complet avec Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., enfin, il y a vraiment une équipe intéressante. Je me demande juste l'état d'esprit de l'équipe et dans quelle mesure ça va grind comme à la plus belle époque. Pour moi, on n'est plus du tout dans le grit and grind, mais par contre, on a clairement une équipe qui est assez cohérente dans sa construction. Si c'était Marcus Smart, je suis d'accord que, je sais pas, ça va pas, je trouve, et je pense qu'il va se faire bouger, mais sinon le reste de l'équipe est quand même très très cohérent. J'aime beaucoup les trois joueurs que sont, d'un point de vue basket, Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, et ça reste un effectif qui est globalement jeune, donc je pense qu'en saison régulière, il y a clairement un effectif pour être régulier dans les victoires. C'est pas une équipe qui me fait globalement peur pour nos Mavericks. Dans un affrontement en meilleur des 7 matchs, quand je regarde un peu sur le poste par poste, je pense vraiment qu'on a de quoi gérer facilement une confrontation face à eux. Mais en saison régulière, je pense que déjà ils ont très très faim par rapport à tout ce qui s'est dit hors des terrains et sur les terrains par rapport à la saison dernière où ils ont envie de prendre leur revanche. Ils vont aller loin en saison régulière, en tout cas, je veux dire, pardon. Ils vont être bons. Donc ouais, clairement ils ont leur place dans la place team playoff pour moi. Ok, super. La prochaine équipe que j'avais notée, c'est les New Orleans Pelicans. Alors, ils se renforcent avec DeJounte Murray, mais ils perdent pas mal de joueurs aussi. Comment vous les voyez? Moi, je les vois à poil à l'intérieur. Je pense qu'ils se sont renforcés à la main. Je pense que DeJounte Murray, c'est un super ajout. Honnêtement, quand tu regardes le 5 majeur, là, c'est impressionnant. Enfin, le 5 majeur, il est vraiment sérieux. Zion Williamson a l'air très affûté. Enfin, après, on dit ça tous les étés, hein. Mais une nouvelle fois, c'est récurrent sur les 5 dernières années. On dit que Zion Williamson est affûté. Il a beaucoup plus joué l'année dernière. Moi, il y a une grande énigme, c'est Brandon Ingram. Concrètement, il veut un contrat max. Les Pels veulent pas lui donner, donc ça pue le trade. Sauf qu'ils ont jamais trouvé preneur jusque-là. Ils ont une ossature défensive vraiment intéressante. Trey Murphy qui est pareil encore dans les rumeurs de transfert. Herb Jones aussi. Donc il y a vraiment des forces intéressantes dans cette équipe. Un coach que je trouve intéressant. Je sais pas ce qui leur manque en fait. Est-ce que c'est la mentalité de passer d'une équipe qui veut gagner et arrêter un peu la loose? Mais sur le papier, l'équipe, elle est vraiment sérieuse en fait. Vraiment, ils peuvent step up cette année. Hein. Mais il leur manque pas un pivot. Enfin, ils ont perdu Valanciunas. Donc, qui c'est qui va jouer au poste 5? C'est Daniel Theis, je crois, ce qui est effectivement compliqué. C'est difficile de l'imaginer effectivement pivot titulaire. Donc ouais, ils sont très short sur le poste de pivot. Après, est-ce que tu peux survivre dans la NBA moderne sans poste de pivot fort? Je vous laisse y répondre. En fait, moi je suis au contraire de Nico, cette équipe, j'ai un peu du mal. C'est vrai que sur le papier, les noms, ils rentrent bien, mais de un, DeJounte Murray, je suis pas du tout un fan de ce joueur, et je trouve que d'un point de vue spacing, il y a un souci quelque part dans cette équipe. Comme tu l'as dit, Brandon Ingram, la situation elle est clairement instable et ils vont être obligés de le trade s'ils veulent le trader contre pas grand chose, parce que étant free agent l'été prochain, s'il veut partir, il peut partir en tout cas contre rien, donc ils vont être obligés de prendre une décision à la hâte. Comme je vous l'ai dit, DeJounte Murray, j'y crois pas trop. Le seul truc qui vraiment, moi, je trouve très très intéressant et je pense que ça peut faire vraiment mal, c'est pas mal de temps avec un 5 sur le terrain où t'as Zion Williamson qui joue poste 5, où tu peux jouer du coup small ball avec Zion en 5. Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup, mais comme tu l'as dit, il y a pas assez de poste 5 classique pour qu'il va pas non plus jouer 48 minutes, enfin toutes ces minutes au poste 5. Donc en fait, je trouve qu'il y a un manque d'équilibre. À l'extérieur, il y a un manque d'équilibre au niveau du
du spacing. Alors oui, on a CJ McCollum, mais je trouve que c'est un peu juste. Et à l'intérieur, il manque d'un joueur qui puisse vraiment un peu donner la réplique à Zion. Donc moi, ma déception de l'année, pour moi, je pense que ça va être les Pelicans. Donc je peux me tromper, surtout qu'ils ont fait une très bonne fin de saison et puis les playoffs, ils n'ont pas eu de chance, mais ils sont quand même bien débrouillés malgré les blessures, j'ai trouvé. Mais cette année, ouais, j'y crois pas trop aux Pelicans. En tout cas, pour les Mavs, c'est pas une équipe qui me fait peur. Après, je pense que c'est la réalité. Pour moi, les Pelicans, c'est aussi la réalité des relativement petits marchés. Même petits marchés, on peut le dire. Avec des joueurs que tu as draftés ou tu as récupérés au tout début de carrière NBA. Et le virage, il est dur à prendre là. Tu vois, le virage, qu'est-ce qu'on doit faire avec Zion? Le virage Brandon Ingram, il est compliqué. Ouais, donc c'est difficile pour cette franchise. En tout cas, on pourra pas dire qu'ils ont pas essayé, tu vois, de faire des moves. Ça, c'est cool. Tu vois, j'aime bien au moins le Dejounte Murray, le CJ McCollum, le Brandon Ingram. Ils ont pas trop eu le choix de virer Davis, mais en tout cas, ils essaient de construire. Moi, juste ce projet, j'y crois pas trop, mais en tout cas, je sais ce qu'ils essaient de faire. Ça marche pas, on tente de faire quelque chose, on tente de faire évoluer l'effectif. Ça c'est cool. Et puis, ma foi, peut-être que je me tromperai, mais ça serait bien que je me trompe pas, parce que vu qu'ils font partie de la division, on va forcément les jouer 4 fois. Donc, on espère que ça marchera pas trop bien pour eux. Et ouais, et puis après, dans Ingram, la réalité, tu peux demander un contrat max. Je pense que tes 3 premiers mois vont à toi de montrer que tu mérites un contrat max, et là, ça va peut-être se débloquer. C'est vrai. S'il montre pas des choses qui vont dans le bon sens, il va peut-être aussi revoir un peu ses ambitions à la baisse. Parce que mine de rien, ça fait des mois qu'on dit qu'il va être tradé, qu'il veut un contrat max. Ça se bouscule pas pour lui filer ce contrat max, hein. Oui, non, mais clairement, ils montent pas les trucs, ils montent pas les stats pour l'avoir, mais t'as raison, ça se trouve, on va avoir un début de saison totalement fou de sa part, et puis la prolongation arrivera au cours de la saison. C'est vrai que pour un petit marché, c'est compliqué. Enfin, tu sais que tu peux pas faire venir des free agents, donc t'as envie de le prolonger quand même, mais évidemment, ouais, t'as pas envie de le prolonger au max, donc il va y avoir un vrai bras de fer entre les deux camps, et je pense que ça va quand même, ça va se régler dans les premiers mois de la saison régulière. Ils vont pas prendre le risque de le perdre pour rien. Je ferai une petite piqûre de rappel pour se rassocier à nos Mavs. C'est pas exactement le même contexte, mais je dirais juste que parfois il y a des contrats qui te sont donnés et il faut savoir les saisir. C'est un message que j'enverrai à Nerlens Noël. Parfois on te fait des offres de contrat, et tu ferais mieux de les prendre parce que c'est déjà pas mal. Alors les gars, j'ai une autre équipe. Incroyable. Les gars, j'ai une autre équipe d'un petit marché qui a réussi à faire venir DeMar DeRozan, c'est Sacramento Kings. Comment vous les voyez, les Kings? Est-ce qu'ils vont continuer leur progression? Enfin, sur 3 ans, parce que l'année dernière, on les attendait peut-être un peu plus. C'est ça. Déjà, pour moi, la progression, elle s'est arrêtée clairement la saison dernière, et j'ai pas l'impression qu'ils aient un effectif où ils puissent vraiment progresser. Alors, je vais être cash. Tout d'abord, DeRozan, j'aime beaucoup, j'aime bien son style de jeu, on va dire, parce que c'est un peu old school ou quoi. Mais d'un point de vue analytics sur la NBA récente, c'est pas le genre de joueur qui va aussi malheureusement faire gagner beaucoup de matchs, etc. Pour moi, c'est un type de joueur un peu plafond, qui a un plafond, je veux dire, assez bas. Donc ce move, j'y crois pas vraiment. Et surtout, je trouve que l'effectif est pas si profond que ça. Donc les Kings, pour moi, ça fait clairement partie des équipes qui peuvent pâtir de la densité totalement folle de la conférence Ouest. C'est une équipe qui serait dans les playoffs, je pense, s'ils étaient à l'Est, mais à l'Ouest, je pense que ils feront pas partie du top 6, ça j'en suis assez certain. Ça va se battre pour le play-in parce qu'il y a quand même quelques très bons joueurs en haut de rotation, mais derrière, je trouve que c'est vraiment trop léger par rapport aux autres cadors dont on va parler par la suite, et du coup, c'est dans la même veine que les Warriors, les Lakers, les Clippers. Pour moi, on est vraiment dans dans ces eaux-là pour les Kings. Et je pense et j'espère me tromper parce qu'honnêtement, c'est l'équipe que je pense j'ai envie de le plus voir réussir hors Mavs à l'Ouest. Mais je pense que la progression s'est arrêtée il y a 1 an et qu'elle va pas reprendre cette année. Oh, mais excusez, j'ai mangé mon micro au moment où tu as dit le plafond bas de DeMar DeRozan. Là, je suis en train de terminer de manger les fils là, parce que là tu m'as fait très mal. Je partage pas du tout l'avis sur DeMar DeRozan.
Je pense déjà l'histoire est cool. Je pense que c'est le retour dans sa Californie natale. C'est une chouette histoire. Il sort du marasme de Chicago, c'est aussi une bonne nouvelle. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je les trouve un peu court-vêtus sur le banc. Je suis très curieux de voir si Keegan Murray va passer un palier, mais j'ai du mal à situer le niveau réel de l'équipe. Je crains que ce soit court pour les playoffs, effectivement. Je les vois plutôt autour de la 8e place dans le meilleur des cas. Mais je suis ravi de voir DeMar DeRozan quitter Chicago et arriver à Sacramento. Ouais, DeMar, il a 35 ans. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais il a pas. Je dis pas qu'il a 10 ans de NBA devant lui. Hein. Je dis juste qu'il va apporter une stabilité et une régularité dont ils auront besoin, du scoring, de l'expérience dont ils auront besoin. Je pense que ça va aider une équipe qui était très centrée sur Fox et Sabonis, avec les poussées de Malik Monk. Mais je suis sûr qu'il va apporter de la valeur à cette équipe. Après, c'est court, effectivement. Là, dans l'ordre que tu mets, Barnab, je pense que là, on est très gentil avec eux là. Ouais. En fait, quand je disais genre plafond, je suis d'accord avec le fait qu'il va apporter une régularité, mais pour moi, en fait, il t'apporte une régularité d'être entre la 8 et la 10e place. Mais je suis conscient que je suis dur avec lui, hein, mais ce genre de profil, malheureusement, en 2024, ouais, j'y crois. Bon, il vient de Chicago aussi, hein, en termes de profondeur, ils s'y connaissent pas mal. C'est ça, mais avant, c'était à San Antonio, c'était pareil. Au final, on se disait, ça a super bien fonctionné. Au final, c'est le genre de joueur qui, ok, il a toujours 20, 25 points de moyenne, mais dans les équipes où il passe, c'est jamais très haut. Donc, bon, après, est-ce que c'est lié à l'effectif? Je sais pas. Bref. Bon, j'ai une dernière équipe dans la team playoff. On est d'accord que jusqu'à présent, aucune des équipes n'est un gros adversaire pour les Mavs. Je vous pose la question sur cette équipe, les Phoenix Suns. Est-ce que les Suns seront un plus gros adversaire pour nos Mavericks? Non. Alors, non, et puis on n'a pas de Memphis, hein. Juste, excuse-moi de te couper, Nico, mais pour moi, par rapport à toutes les équipes qu'on a mentionnées, Memphis est, je trouve, un peu au-dessus du lot. Peut-être on peut mettre les Pels, les Pels dedans, qui, on est quand même favoris, je pense, mais on faut quand même un petit peu s'en méfier, tu vois. Et par rapport aux autres équipes, les Kings, les Warriors, les Lakers, etc., je trouve sont un cran en dessous quand même des Grizzlies, et peut-être, voilà, on va parler des Suns tout de suite. Oui, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, Nico. Non, moi j'ai la même méfiance sur les Grizzlies. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai dû voir des matchs contre les Grizzlies les 3 dernières années à domicile à Dallas, et à chaque fois ils se sont fait taper Dallas. Donc, mais pour revenir sur Phoenix, moi je crois pas du tout en cette équipe. Je pense que à la limite, ce qui est la seule bonne nouvelle pour eux cette année, c'est qu'ils ont récupéré un vrai meneur. Ils ont récupéré Tyus Jones, qui va être intéressant. Ça va permettre à chacun là, de rejouer un peu plus à son poste. Mais honnêtement, Bradley Beal, c'est un peu la fin quand même. Je trouve qu'il se marche sur les pieds avec Booker et un degré moindre avec Kevin Durant. Je trouve que ça vieillit. Enfin, c'est marrant, je me faisais la réflexion, en fait, quand tu reprends les dernières années, la dynamique de Phoenix à un moment était au summum. Là, vraiment, le momentum, il est parti. Je trouve que le grand coup de poker Kevin Durant, c'est pas un grand succès. Je ne crois absolument pas en cette équipe, moi. Et je les trouve très faibles à l'intérieur. Ouais, moi, je serais très surpris. Alors, Devin Booker va être extraordinaire, probablement comme tous les ans, et Kevin Durant aussi. Mais ils sont aussi fragiles et je ne les vois pas vraiment plus haut que la 8e place. Je flippe beaucoup plus, tu vois, de Memphis que de Phoenix, par exemple. Ouais, je partage globalement ce que tu dis. Je crois quand même un petit peu plus en eux que toi, dans le sens où je pense que sur la saison régulière, ils peuvent avoir, enfin, ils ont clairement le talent pour faire partie des 8 premiers, notamment dans le fait où souvent les équipes qui sortent en étant avec un momentum aussi bas, comme tu l'as dit, absolument personne ne croit en eux actuellement. Souvent aussi ça peut souder un effectif. On a vu qu'ils ont pris le risque de se dire bon bah on va tenter, j'imagine que c'est le Last Dance, on va tenter une nouvelle saison comme ça avec notre Big Free. Je fais des guillemets avec mes doigts parce que j'ai du mal à mettre Bill là-dedans. Mais en tout cas d'un point de vue contrat, j'arrive pas à dire qu'une équipe avec Kevin Durant et Devin Booker ne puisse pas
faire partie des 8 premiers de sa conférence. Alors oui, il y a clairement des problèmes de défense, mais en attaque, il y a quand même aussi de quoi largement gagner des matchs, et notamment gagner des matchs face à des équipes faibles. Donc il n'y en aura pas beaucoup à l'Ouest, mais on va quand même rencontrer toutes les équipes de l'Est. Donc je pense que cette équipe des Suns, sur la saison régulière, elle va quand même réussir à faire partie des 8 premiers, mais elle, effectivement, ne présente pas de menaces particulières, surtout quand on voit certaines équipes dont on a parlé qui sont beaucoup plus collectives. On sait que les équipes qui défensivement sont mauvaises en play-off ne vont jamais loin, et là défensivement, cette équipe elle manque clairement de cohérence, et il y a aussi trop de joueurs qui pour moi peuvent aussi se blesser du fait de l'âge avancé, du passif qu'ils ont eu, d'un été olympique chargé, excuse-moi de t'interrompre, mais aussi, d'un été olympique assez chargé. Ouais, faut qu'ils profitent du titre qu'ils ont eu parce que cet été, parce que je pense qu'il y en aura pas cette saison. Bon les gars, ça nous laisse 4 équipes, les 4 qu'on a mis dans la team contender. Donc vous l'avez deviné, évidemment, on a mis Dallas dans cette catégorie, mais il nous en reste 3. Alors ces 3, elles vont sûrement être les plus gros adversaires pour Dallas cette saison. La première, c'est les Denver Nuggets. Malgré les départs de Reggie Jackson et de KCP, Denver reste un gros contender de la conférence. Vas-y Quentin, je sais que tu les as bien placés. Oui. Alors je les ai bien placés. De 1, j'aime Luka Doncic de tout mon cœur, mais pour moi ça reste aujourd'hui le deuxième meilleur joueur du monde parce que je mets Jokic devant. Donc une équipe avec le meilleur joueur du monde va finir dans les meilleures équipes de la ligue et fait évidemment partie des équipes qui me font peur. Je pense qu'il faut vraiment, mais vraiment pas sous-estimer le départ de KCP. C'était un joueur clé de cet effectif qui était tout le temps titulaire, qui était très très bon à 3 points et qui leur a permis de beaucoup sanctionner, donc que cette équipe soit très efficace dans son spacing. Là, KCP, il a gagné 2 titres. Il s'est dit, allez, c'est bon, laissez-moi prendre la thune. Il est parti à Orlando parce que Orlando, je pense, c'était l'équipe la plus en dèche de shooting à 3 points. Ils ont dit, vas-y, on met le chéquier. Et il avait raison d'être parti, surtout à l'Est. Et je pense que ça va leur faire du mal, le fait qu'ils perdent KCP. Après, en play-off, ils vont faire jouer Jokic pendant plus de 40 minutes. Et donc bon, vous l'aurez compris, je les mets dans les 4 premiers de la saison régulière. Pour parler vraiment plus Mavericks et playoff, cette équipe me fait très très peur, notamment parce que face à des pivots comme Gafford ou Lively, Jokic, il a absolument tout, mais vraiment tout pour se régaler. Donc pour moi, c'est l'ennemi numéro 1 sur le long terme. J'imagine que dans la saison régulière, ça sera OKC, mais sur le long terme, Denver me fait même un peu plus peur que OKC, et donc c'est clairement l'équipe que je surveille le plus en tout cas sur cette saison régulière. Ils ont un peu moins de profondeur que le Thunder, mais il y a énormément d'expérience, il y a du très 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 beau niveau. À voir comment sera Jamal Murray. C'est vrai qu'avec lui c'est un peu inconstant contrairement à Jokic, et ils vont avoir besoin qu'il soit très très bon pour être une équipe qui veut remporter le titre. Mais voilà, clairement voilà la première équipe de ce podcast après je sais pas 1 heure qu'on enregistre, où je dis que face à dans une série au meilleur des 7, Dallas peut perdre, je pense, face aux Nuggets. Alors écoute, on enregistre là et on va ressortir ce moment de l'enregistrement. Denver me fait beaucoup moins peur que toi pour plusieurs raisons. Moi, je suis archi d'accord sur le constat KCP. Pourquoi ils lui ont pas donné la thune en fait? Arrêtez de faire les pinces là. Ça fait mais je crois qu'il y a des problèmes de apron. Enfin, Quentin, tu peux nous le dire, mais je crois qu'il y a des problèmes de taxes et de apron. À un moment, je veux dire, ça sera pas la première équipe qui est au-dessus et qui paiera des taxes. À un moment, laisser partir KCP, ça en dit long pour tes ambitions. Pour moi, il va clairement archi manquer. Et je les trouve courts. Je les trouve très courts dans la rotation. Enfin, honnêtement, s'il y a un blessé, l'équipe, elle est complètement déséquilibrée. Jamal Murray doit franchir un palier. Michael Porter Jr. doit franchir un palier. Moi, évidemment, super équipe, je dis pas le contraire, mais moi, je les trouve trop courts dans la rotation, en fait. S'il y a ne serait-ce qu'un des joueurs majeurs qui est fatigué, blessé, l'enchaînement des matchs, ça va être dur. Et tu les vois dans le top 4, Nico, quand même? Moi, je les vois 4e, ouais. Je les vois 4e et je les trouve très courts dans la rotation. Je les trouve très courts. Deux petites anecdotes à rajouter. Enfin, une qui est pas du tout une anecdote, c'est que quand je pense Denver Nuggets, maintenant, je pense à Dikembe Mutombo, la légende Dikembe Mutombo qui nous a quittés. J'ai personnage incroyable de la NBA.
qui avait été drafté par Denver. Et Russell Westbrook à Denver, j'ai du mal à m'y faire, moi. Je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire en sortant du banc. J'imagine il va forcément sortir du banc. Mais je sais que la logique, beaucoup de gens te disent Denver, attention, grosse équipe favori. Moi, je les vois un cran en dessous. Ok, donc mais il y a une équipe qui toi te fait plus plaisir, on va dire, c'est le Minnesota. Tu nous en as parlé la semaine dernière. Le trade Randall Cat DiVincenzo, ça te parle? Tu penses que Minnesota va encore progresser? Ouais, je suis peut-être un avis contraire, tu vois. Là, vraiment, je comprends très bien que tu sois pas d'accord avec moi. Moi, je pense que Kat, c'était le moment pour lui de faire un changement. Je pense que au-delà des histoires financières, il voulait alléger aussi du coup la masse salariale. Je trouve que DiVincenzo va leur apporter beaucoup sur un poste qui leur manquait. Je pense une grosse adresse extérieure. Il a quand même été incroyable en play-off. Moi, je l'ai trouvé vraiment particulièrement incroyable. Il a très bien parti là sur le premier match de pré-saison. Je voyais qu'il a en premier quart-temps, il était déjà à 11 points, à 4 sur 4, 3 sur 3, 3 points. Donc il est chaud patate. Je continue à m'interroger sur Cat et Randle. C'est pas un écart non plus complètement démesuré dans le niveau. Si Randle reste, si Randle est motivé, tu sais, je pense que jouer à New York, c'est difficile. Hein. Au foot, c'est un peu comme jouer au PSG à Marseille. C'est un contexte très particulier. C'est dur. Mentalement, tout le monde ne suit pas. Je pense que dans un environnement un peu plus relax comme Minnesota, un marché un peu plus tranquille avec moins de pression, s'il a envie de jouer, et apparemment il a envie de jouer, il peut vraiment retrouver un niveau supérieur et peut-être avoir une attitude un peu plus positive pour l'ensemble de l'équipe. Ce qui est certain, c'est que comme d'hab, quand il va jouer contre Dallas, étant natif de Dallas, il va être chauffé à blanc, il va vouloir faire le match de sa vie. Il nous le fait tous les ans de toute façon. Donc ça, c'est à peu près une certitude. Je pense que Reed dans le 5 était meilleur 6e homme l'année dernière. Je pense qu'il va naturellement apporter beaucoup. Je pense que c'est un gros départ 4, mais ils ont du joueur dans l'effectif et des ajouts qui, à mon avis, va plus équilibrer l'équipe. Donc je me trompe peut-être, mais moi je les vois très bien Minnesota. Je les vois très très bien. Et Quentin, est-ce que tu vois Minnesota comme un adversaire sérieux pour Dallas? Est-ce qu'ils te font peur? Alors, déjà, sur la saison régulière, assez d'accord avec... par rapport à ce que dit Nico, c'est effectivement un effectif qui est complet, qui va gagner des matchs. Hein. Pour le coup, je les mets même devant Dallas en termes de victoire en saison régulière. Après, en play-off... je peux pas dire qu'ils me font pas peur. Clairement, ça serait mentir, et puis ça serait aussi les mettre au même rang que certaines équipes qu'on a mentionnées avant. Évidemment que face aux Timberwolves, la série ne serait pas gagnée d'avance. Je dis juste que je suis plus confiant face aux Timberwolves que face aux Nuggets. Alors juste quelques mots rapides sur Randle. C'est pas forcément le type de joueur. Je reviens un peu avec ce que dit DeRozan, mais c'est pas forcément le type de joueur qui, pour moi, apporte énormément dans une équipe qui joue, qui veut aller loin en play-off. Il a d'ailleurs jamais rien montré en play-off. Julius Randle, il a été plus un poids qu'autre chose. Et je trouve qu'il apporte un problème de spacing. Alors évidemment, Kat, j'aime pas ses déclarations quand il se déclare meilleur big man shooter de tous les temps, mais pour le coup, à 3 points, il s'est bien tiré, là où Randle, c'est beaucoup plus inconstant. Et avec une raquette Randle Gobert, pour moi, ça va être compliqué. Donc évidemment, ils vont changer pour que Randle fasse des line-up en jouant 5, et ça, j'aime bien l'idée. Mais globalement, je vois pas trop l'amélioration. Cependant, DiVincenzo, j'ai rien à rajouter. Nico a tout dit. Je pense que ça peut être la très 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 bonne surprise des Wolves cette saison. Et aussi Naz Reid. Je pense que ce joueur, c'est un joueur, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas un joueur qui va devenir le type d'ajout qui te fait gagner un facteur X, voilà, par excellence. Il va faire beaucoup de bien à cette équipe, et je pense qu'il va y avoir pas mal de séquences où peut-être ni Randle ni Gobert les deux joueront, parce que Naz Reid sera là et fera le taf. Mais voilà, globalement, Minnesota va être très solide en saison régulière. Anthony Edwards pourrait être MVP si ils arrivent à finir premier sur un malentendu, mais en playoff, en tout cas, je les mets un cran en dessous de Denver et d'OKC. Alors les gars, il nous reste une équipe. Cette équipe, elle est complète, elle est jeune. Ils ont même réussi à faire venir des gros joueurs pendant l'été. Ils se sont débarrassés peut-être du joueur que les Mavs ont réussi à oui. faire mettre sur le banc pendant les playoffs. Oui.
cette équipe, c'est Oklahoma City. Est-ce qu'ils sont favoris de la conférence? Pour moi, clairement, sur la saison régulière, déjà, sans aucun doute, tu l'as dit, jeune et effectif profond. Donc on a les deux ingrédients qui font que sur une saison de 82 matchs, cette équipe elle doit finir première de l'Ouest. Les joueurs ils sont surmotivés à l'idée de vraiment s'affirmer en tant que premier de l'Ouest. La saison dernière, vu qu'ils étaient à égalité, c'était un peu spécial. Là, une équipe comme Denver, elle s'en fout par exemple de finir première à l'Ouest. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis elle s'en fout. Ok, si là eux, je pense qu'ils sont dans l'année, ils veulent mettre un statement. Chez Gilgeous Alexander, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, vous savez mon avis, je pense qu'il peut finir MVP. Pour moi, cette équipe, elle va finir première en saison régulière. Pour ce qui est des playoffs, vraiment, quand je disais que je mettais Denver au-dessus, c'est vraiment de rien du tout. OKC me fait aussi pas mal peur dans une confrontation avec Dallas pour plusieurs raisons. Oui, de notre côté, Luka a été blessé, c'est sûr, il n'était pas à 100%. Et on s'est peut-être amélioré avec Clay, mais de leur côté, ils se sont améliorés. Tu l'as dit, ils ont fait venir des joueurs. Caruso, Hartenstein, je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien. Tu l'as dit aussi, Guidi, on a énormément exploité ses faiblesses. Et, on a mis un nombre de points faciles, incalculables, grâce à lui. Donc là, il est parti. Chet Holmgren, je pense, va beaucoup s'améliorer. Et aussi, bon, faut être réaliste. Je pense que PJ Washington ne se comportera pas toujours comme Prime Paul George si on rencontre OKC. Donc, pour le spectacle, j'espère qu'on va affronter OKC, ça va être fou. Mais je pense que eux, ils ont aussi très très faim de la défaite qu'ils ont eue face à nous. Et je pense qu'une série face au Thunder, ça serait extrêmement serré. Tout ça en terminant pour dire que si possible, je vais la jouer tactique. J'espère que au second tour, on aura Denver face à OKC et que nous, on pourra se glisser dans l'autre partie de terrain. Donc on en reparlera dans notre podcast de fin d'année. Mais moi, je vais faire le petit calcul pour dire, les gars, moi, je veux bien éviter au deuxième tour un Denver ou un OKC. Voilà, j'assume, c'est peut-être pas beau jeu, mais moi j'ai l'objectif final en ligne de mire. Voilà, ça va être une très belle équipe en tout cas à suivre OKC et ouais, voilà. T'as tout dit, Quentin, hein. Franchement, et là pour le coup, autant j'étais pas d'accord sur certains aspects. Je suis encore en train de digérer le niveau plafond là de DeMar DeRozan. Mais non, clairement, OKC, la meilleure équipe à l'Ouest, c'était déjà un gros effectif. Et surtout, c'était un effectif relativement jeune. Et ces jeunes joueurs vont continuer à progresser. Enfin, Chet Holmgren, il me fait très très peur. Il faisait déjà peur l'année dernière. Jalen Williams va encore prendre du galon. Chai, la régularité incarnée. Donc ouais, non, je suis sacré effectif et un très intelligemment renforcé cet été. Donc autant je disais que Oklahoma, c'est pas mon endroit préféré, c'est un peu le Mordor du Seigneur des Anneaux. Quand il passe, il reste pas. Par contre, effectif masterclass et effectivement favori. Et honnêtement, je dirais même favori. Je vais pas dire de loin, mais enfin favori assez clair pour la première place à mon avis à l'Ouest. Ça fait quand même assez l'unanimité. Hein. Et blanc, et effectivement grande profondeur de blanc, beaucoup de talent. Ouais, enfin franchement, il coche toutes les cases. Hein. La seule case qui pour moi est un point d'interrogation, ça va être est-ce qu'ils ont une mentalité de tueur en play-off? Ouais, c'est ça, manque de vétérans peut-être. Ouais. Et est-ce qu'ils vont franchir ce palier en play-off? Parce que sinon, enfin, toutes les cases sont cochées. Hein. Les gars, je vous remercie. On a fait le tour des 15 équipes, enfin sauf Dallas, de la conférence. Alors, pour terminer l'émission, j'aimerais que vous me donniez votre top 6 dans l'ordre. C'est donc les équipes qui vont aller directement en play-off. Et d'ailleurs, vous, les auditeurs, faites de même en commentaire sur Facebook, Instagram ou X. Donnez-nous votre top 6 et on va voir si vous êtes d'accord avec le staff de Audi Mavs. Alors, qui c'est qui veut commencer? Allez, let's go. Vas-y, Quentin, moi j'ai rien noté. Hein. En impro total, donc vas-y. Par rapport à ce qu'on a dit, c'est assez logique au final. Hein. OKC pour moi en 1, Minnesota en 2. Voilà, on est sur deux équipes jeunes, profondeur d'effectifs. Je mets nos Mavs en 3 parce que je pense qu'on va quand même, on a envie de, on a le talent et puis on a envie de montrer qu'on fait partie des 4 premiers de la conférence. Hein, c'était pas le cas l'an dernier. Denver en 4 qui ferme la marche des équipes qui auront l'avantage du terrain au premier tour. Memphis en 5, je l'ai dit, je pense qu'en saison régulière, c'est une équipe qui a largement de quoi avoir une régularité.
Et en 6, bon, écoutez, j'exagère peut-être à les mettre en 6, mais juste comme ça, si on ressort le podcast dans un an et que j'ai pas trop tort, tu vois, je pourrais dire que j'avais un peu vu juste. Je vais mettre les Clippers en 6, en mode, je pense qu'ils vont nous faire la bonne surprise, genre vraiment une équipe qui collectivement, ça tourne bien, un Harden qui joue intelligent, et voilà, ils arrivent à choper une 6e place in extremis à la tête des Rockets ou des Lakers, un truc comme ça. Mais voilà mon top 6. Ok, à toi Nico. Écoute, moi OKC 1, moi je mets Dallas 2e, talonné de très près par Minnesota et Denver en 4. Ça, c'est à peu près clair pour moi. Ça bougera un petit peu, mais c'est relativement clair. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est 5 et 6 dans le classement. Et je préviens que je n'ai absolument pas préparé cette question. Donc, spontanément, ce qui va être ma façon de me défausser dans un an quand mes résultats seront mauvais, moi, je mettrais Memphis en 6. Et en 5, je vois une équipe... je suis pas très clair, en fait. Quand je disais, il y a des équipes où en plafond, je suis pas super clair. Ma grande surprise, ce serait les Pelicans. Et je me trompe peut-être. Soit les Pelicans, soit les Kings. Donc on va dire, en n'ayant pas préparé, on va dire les Pelicans en 5, grosse surprise. Et Memphis. Ok, moi, vu que c'est moi qui avais préparé l'émission, je les avais mis dans l'ordre. Donc pour moi, c'était OKC en 1, Minnesota, Dallas, Denver, Phoenix. Moi, je mets Phoenix en 5 et les Kings en 6. Voilà. On va clôturer sur ce petit classement. Encore une fois, j'espère que on va avoir des auditeurs qui vont nous donner leur avis sur le top 6 de l'Ouest. On va pouvoir débattre sur Internet. Les gars, je vous remercie. La semaine prochaine, on parlera peut-être des premiers matchs de pré-saison. Et puis, rien à rajouter ? Bah, c'est juste que là, c'était un peu un petit hors-sujet pour nous. Soyez indulgents si on a dit du mal de votre équipe, que vous n'êtes pas fan des Mavs, mais nous, on voulait faire ce petit hors-sujet pour parler de nos rivaux de la Conférence Ouest. On les connaît peut-être pas tout aussi bien que ceux qui sont fans des équipes, mais bon, il faut bien qu'il y ait des perdants. Donc désolé si on a dit du mal de vos équipes. Mais nous, ça nous a fait du bien en tout cas. Enfin, je sais pas vous les gars, moi j'aimais bien faire ce petit podcast sur les autres équipes. On va se reconcentrer sur les Mavs, évidemment, qu'on a très 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 hâte de voir Klay Thompson. Et puis ouais, de toute façon la saison elle arrive et je suis prêt à nouveau à interrompre mes nuits. Et puis courage à tous les fans de ce côté-là de l'Atlantique qui vont reprendre le rythme avec moi. T'as regardé le match Quentin hier ? Non, sans Klay, PJ, Kyrie, Lucas, je me suis accordé une dernière nuit, j'ai fait putain, le réveil 2h du matin. Non, on va attendre, mais jeudi soir, I will be here. Mais au contraire, moi je dirais, Quentin, ressortez-nous, si on a mal parlé de vos équipes préférées, faites-vous un plaisir de nous ressortir cet enregistrement bien sûr. Pour nous dire combien on était à côté de la plaque et combien notre côté fan et moi journaliste, du coup, a parlé et du coup combien on s'est trompé. Ok les gars, ça c'est pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao. Salut les amis.